Mais la workload et on voyageait jamais, on la recevait pas en avance. Ça veut dire que maintenant, on va la recevoir et on va la voir parce que nous, on va donner évidemment les hypothèses, on va donner la demande, mais ça veut dire aussi que nous, on va recevoir la workload. Alors, en fait, la prochaine étape, si on va regarder toutes les alors c'est pas les micro-étapes du SNOP, mais les étapes un tout petit peu détaillées, effectivement, vous allez voir que côté sales et marketing avant projet, vous avez beaucoup d'activités au début et forcément au milieu pour vos propres équipes et après à la fin, bien sûr, pour recevoir l'output de l'exercice lui-même. OK, merci. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est notre opportunité ensemble pour vous d'exprimer, en fait, si vous estimez qu'il vous manque quelque chose, OK. c'est le moment de le dire. Nous avons l'opportunité de raffiner notre process, d'où l'intérêt de se voir aujourd'hui. Et un Donc cer après et un certain niveau de granularité, c'est qu'on va recevoir aussi, non, j'imagine? alors aujourd'hui, la granularité de SNOP, c'est, alors on a les hypothèses, business, mais la data elle-même, on l'a au niveau d'une équipe, qui donc veut dire qu'on l'a au niveau d'un site, d'un pays, et ainsi de suite, par mois, par mois. OK. Avec bien sûr plus ou moins de précision, le plus loin on va forcément le plus, crystal ball, ça devient. Mais on le fait par site, on le fait pas par siglum. C'est-à-dire Alors on fait les 2. et un siglum en mode 4 digits, 5 digits ou en mode 3 digits, très haut niveau? La granularité plus fine, c'est jusqu'au niveau de l'équipe avec un team leader et son équipe qui peut OK, donc on le fait jusqu'à la fin. OK. jusqu'en bas, oui, jusqu'en OK. bas. En fait, elle est construite du bas vers le haut OK. et non pas alors on parlera du calendrier plus tard dans la session, mais on va avoir en 2026, on commencera en 25, mais l'idée c'est de transitionner vers 4 cycles. Aujourd'hui, nous n'en faisons que 2 et en 2024, on n'en a fait que 1, de 4 cycles, 2 cycles qui sont des bottom up et 2 cycles qui sont des top down. C'est-à-dire, des cycles où on prend la data et on la manipule selon des changements d'hypothèse. Puisqu'on ne on peut pas se permettre de faire 4 cycles bottom up, on serait toujours en train de faire de la workload. Merci. Donc, non, il y a pas de souci. Donc, le support que vous voyez là, grosso modo, c'est celui qu'on aurait utilisé on estime que simplement une extraction de la base Salesforce est suffisante. Voilà, ça c'est ma première question. Non, non, je te confirme que non. Et c'était une question, elle n'était pas anodine. Ouais, ouais. Non, non, je te confirme que non. À la fin, et c'est pour ça que Stéphane est censé arriver dans ce call-là, c'est que c'est lui qui, sur la base de ce qu'on identifie comme must-win dans le business commercial, gouvernemental, institutionnel, et comme upside, positionne, comment tu appelles ça, les business hypotheses, Assumptions. business assumptions, mélange, pour l'exercice SNOP. Et du coup, aujourd'hui, parce que ce qui n'est pas clair pour moi, c'est le format par lequel ça vient, le mécanisme par lequel c'est communiqué. Parce que moi, je vais être en toute transparence, cette partie-là, je sais qu'elle se passe, puisqu'il y a forcément une communication de sales marketing. Mais en fait, une fois que je commence à être impliqué du temps que j'étais dans EOS, c'était quand on était déjà bien bas et ça passait par la finance. Ange, tu confirmes un En fait, peu. la phase très très amont, comment elle se passe avant qu'on s'arrive à Stéphane, nous, on a un outil qui s'appelle Opens dans lequel on rentre tout ce qu'on voit, y compris d'ailleurs les EDF qui sont pas chez Stéphane, ou tout ce qu'on voit arriver, que ce soit dans l'OP, le upside ou tout le reste qui est du très long terme. Peut-être on va y revenir à ça. Et on affecte du PNT, de la R&D, à tout ça. Et ça, on fait un extract 4 fois par an
pour alimenter d'un côté l'exercice d'OP ou de forecast et de l'autre côté les exercices SNOP. Donc c'est toujours la même base de données, c'est juste qu'on extrait, et on fait pareil pour le PLT, qu'on extrait des datas différemment selon les clients internes. Et donc une fois qu'on a fait ça, en fait, nous on fait cet extract, mais pour tout ce qui est workload et en particulier au PNT, on ne le fait que quand l'OP officiel est rentré par la finance dans ce même outil. Il y a une branche finance dans cet outil, dans laquelle on met les bits, la profitabilité, etc. Et c'est la finance qui définit l'OP officiel une fois que c'est aligné avec marketing and sales. Donc quand on fait cet extract, on sait dire voilà ce qu'il me faut comme ressources humaines ou PMT pour faire l'OP nominal, et voilà ce qui contient, l'OP upside, et puis il y a tout le reste. Et je pense qu'on va reparler de tout ce qui est le reste, qui aujourd'hui est mal capturé dans le système. C'est le plus long terme, c'est au-delà, enfin, des fois au-delà de l'OP. Et donc on fait cet extract-là, et on fait des bidouilles autour. Alors il n'aime pas que je dise ça, Christophe Morne, mais ça reste des bidouilles du type ouh là là, si on met tout ça, la workload, elle est beaucoup trop élevée. On tasque un peu. Et une fois que ces hypothèses sont validées par la finance, et je suis souvent dans ces réunions-là avec la vision sales, parce qu'il y a toujours une phase d'alignement, donc d'arbitrage final entre Marc et Stéphane. Une fois qu'on fait ça, la suite du process, tu la vois toi plus. C'est-à-dire que Jérôme te donne accès à tous les costings détaillés qui vont vers ce qu'on a retenu dans l'OP officiel ou l'OP nominal. Et ce qu'on fait très très mal, c'est tout ce qui est dimensionnement de tout ce qui est petites études. Et c'est pour ça que nous, on commence à souffrir avec les restrictions de ressources, du fait que comme c'est pas renseigné quelque part, ces petites études sont mal capturées. Elles sont ni dans SS, ni dans SNOP, ni dans la finance. Et à une époque, elles étaient gérées sous forme de bulk. C'est-à-dire que la finance disait, bon, de toute façon, peu importe ce que tu me racontes, je vais en mettre pour 30 millions d'euros en Europe, et puis je vais les dispatcher un peu comme on a l'habitude, on reproduit d'année en année. Et le problème, c'est que les fonctions vont arriver cette partie de la charge, si tant est que c'est encore fait, ne savent pas trop quoi y mettre. Et c'est pour ça que sur une phase A, on va trouver l'architecte électrique parce qu'il a discuté avec nous, mais pas l'architecte mécanique parce qu'il a oublié de nous appeler, et on n'arrive jamais à monter des équipes. Et ça, pour moi, c'est la grosse faiblesse actuellement du système. Enfin, j'étais au-delà de ta question, mais tu m'as Non, mais on est en free-form. Mais ça, c'est un problème qui a été soulevé par les équipes, c'est les phases amont. Donc, c'est une information qui est un peu confirmée dans tous les domaines. C'est la capacité de mieux prévoir et communiquer la charge associée aux phases amont. Donc phase A, phase B, phase le process. On pense que vous créez au niveau finance et au niveau SNOP un bulk de charges pour les fonctions. On n'est même plus sûr avec mon équipe et Jérôme. On pense que vous faites toujours ça, mais j'arrive pas à voir la réponse. Et ce qu'on a créé pour décrire le contenu de ces bulks, on a créé un outil qui s'appelle People, qui est une database accessible par toutes les fonctions, qu'on revoit maintenant avec l'ingénierie système une fois par tous les 3 mois, qui est un outil qui permet d'extraire ce que contiennent les activités futures, propositions, études, phase AB, avec les différents milestones dans tous les pays ou par domaine, tu as des clés d'accès à cet outil. Et ça permet aux gens des fonctions de savoir ce qui est à prévoir en termes d'activité, même si financièrement, c'est juste traité par un bulk, pour essayer de clore le gap. D'accord. Et ça, c'est un outil qui est utilisé que par EOS? Qu'on a créé, nous, pour nos besoins EOS en Transnat, pour communiquer facilement, parce qu'aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que les gens viennent nous voir pour, en fait, refaire la workload au contact de qu'est-ce qui va arriver demain. Et puis, comme on a toujours un décalage entre l'OP qui fiche les hypothèses SNOP et la réalité, ils viennent revérifier. Et ils viennent aussi poser des questions sur les études, les phases A, les propales. Et donc, on en avait un peu marre. Donc, on a créé cet outil parce que tout le monde venait à nous dans tous les pays et dans toutes les fonctions. Donc, on a créé l'outil pour que ce soit une base accessible. Tu pourrais un jour nous montrer l'outil? Bien sûr. C'est surtout qu'on devrait l'intégrer, Ange, parce que c'est une source de data un peu comme les EAC projets, en fait. Oui, on fait ça. On fait une revue. C'est Eric Mallier qui gère ça, parce qu'il gère l'improvement chez moi. Ouais. Eric Mallier a créé la base sous Confluence. Je peux lui demander de vous envoyer des liens. Oui, bien sûr. Et tous les mois, il fait la tournée de toutes mes équipes pour vérifier que la base est à jour. Il y a toujours des erreurs, mais... Oui, non, mais ça, c'est sous Confluence. Oui. D'accord. Il y a évidemment un fichier Excel derrière, comme tous nos outils dans la maison, mais l'interface est sympa. Ouais, on va... C'est un bon input. OK. Je vous faire envoyer le lien. Ouais, merci. Donc,
Sur cette question, parce que je pense qu'il y a la notion de l'OP officiel, mais il faut savoir que de toute façon, les cycles SNOP sont de toute façon en décalage avec ce qu'on va appeler le cycle officiel OP. Pour simple et bonne raison que le cycle officiel OP se termine en même temps que devrait se terminer SNOP. On va vous montrer le calendrier proposé, puisqu'on est dessus, qui va ressembler quelque chose à ça. Alors, en 2025, il aura 3 cycles et en 2026, il en aura 4. Mais de toute façon, le cycle dont on parle de façon générale, quand on parle de celui qui aligne avec l'OP, c'est le cycle 3. Or, les hypothèses de l'OP, bien qu'ils commencent à être formés sur l'été, ne se concrétisent pas avant septembre-octobre. On le sait très bien, hein, il y a des changements jusqu'à la dernière minute. Or, un cycle SNOP doit se terminer au mois d'octobre, le grand cycle SNOP. Donc, une des choses qu'on doit réussir à faire, c'est de quand même arriver à avoir un jeu d'hypothèses figé, parce qu'on ne peut pas, quand on fait un bottom-up, changer les hypothèses toutes les 5 minutes. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Du coup, c'est une des recommandations qu'on va avoir, c'est que les hypothèses qu'on fige au mois de juillet, avec éventuellement une mise à jour au mois de septembre, ne doivent plus bouger pour le contexte de SNOP. Et effectivement, ça cause un problème, parce que s'il y a quelque chose qui a changé pour l'OP, un projet qui a été mis dans le rail, où vous savez tous comment ça se passe. Il y a des informations qui viennent. Hein, je ne dis pas que c'est juste pour créer des problèmes, mais qui font qu'on peut faire quelque chose de différent. Et avec Bruno, l'avantage après, Bruno Trabel, de mettre un cycle 4, c'est que le cycle 4, qui du coup est un top-down, permet de faire ce réalignement une fois que l'OP lui-même est figé en octobre. Ça fait sens ou pas? Tiens, bonjour Stéphane. Ange? Oui, ça fait sens. Ce que je comprends pas, c'est que ça fait sens. C'est-à-dire que nous, à un moment, on était trigués par Frédéric Dvorak de façon très cadencée pour faire nos extracts et faire les bottom-up, que ce soit workload, PNT, etc. Ça a un peu disparu, ces phasages de. Donc, on voit plutôt arriver des demandes un peu random dans le temps, de plein d'acteurs. Je comprends que là, tu es rephasé avec le cycle OP, juillet, septembre. Oui. J'ai pas compris comment les itérations classiques qu'on voit en octobre-novembre, tu dis c'est le cycle 4 qui permet de réaligner tout ça. C'est-à-dire que, comme on fait un exercice bottom-up, l'exercice bottom-up, il engage toutes les équipes de Space. Ce qu'on doit faire quand on lance ce type d'exercice, c'est d'avoir un jeu d'hypothèses qui, lui, ne bouge pas. Parce que recommuniquer avec toute l'entreprise, parce que le projet, on l'a décalé de 3 mois, c'est juste pas possible. Donc, de ce point de vue-là, pour un exercice SNOP bottom-up, donc c'est les bandes verts foncés qui sont là, on doit avoir un jeu qui, lui, ne bouge pas. Le problème, c'est que, bien entendu, quand tu fais le cycle OP lui-même, on commence bien en juillet, mais forcément, c'est itératif. Et quand on arrivera en octobre, il peut avoir eu. Alors, des fois, c'est pas que ça change du tout au tout. Hein, et certainement, on va devoir insérer un seul point dans ce cycle où on peut éventuellement faire une mise à jour, surtout si quelque chose a été enlevé ou rajouté plutôt que décalé. Mais on ne peut pas se permettre de recommencer à zéro en septembre. Donc, l'idée, c'est de dire, on lance le cycle SNOP avec des hypothèses disponibles au mois de juillet, éventuellement, qui est incarné par une DRM, hein, le DRM, il est là, éventuellement une mise à jour selon certains critères au mois de septembre, mais après, l'alignement final avec le résultat de l'OP se fait en fait à SNOP 4. Ce qui veut dire qu'entre les datas SNOP et les autres cycles, nous n'avons jamais plus de 3 mois de décalage, de phasing. Alors la difficulté pour nous, elle est bien sur septembre-octobre. Je te donne des exemples concrets. En septembre, on a commencé l'exercice annuel de qu'est-ce que ça donnerait en bottom-up PNT si on prend l'ensemble du spectre. Et on a été confronté au fait qu'il n'y avait pas d'OP renseigné dans notre outil par la finance, qui était encore en itération. Je viens à peine de le finir du coup, parce qu'il a fallu refaire tout l'exercice en attendant que l'OP de référence soit vraiment figé. Et donc en fait, ça illustre ce que je te disais, c'est qu'on a plein de demandes de différents endroits. Et le problème, c'est qu'en septembre, tout le monde travaille sur des hypothèses fluctuantes. Et donc, il y a des gens qui nous disent, mais je comprends rien à ce que tu me racontes, tu es en train de me demander ça, alors que dans SNOP, je ne l'ai pas. C'est le problème qu'on a. Parce que SNOP, quand tu le travailles à partir des hypothèses de juin, tu es sur l'ancienne OP, là, forcément. D'où l'intérêt de pouvoir faire une petite mise à jour en septembre, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tu as ceux qui commencent à bosser en janvier, mais la majorité bosse fin août, début septembre. Hein. Il faut oui, pas mais à ce moment-là, la finance est toujours sur son OP décalé et te dit, bah non, tu ne peux pas changer l'hypothèse, ça, c'est pas du nominal. Oui, mais on est d'accord, Ange, mais le problème, c'est que le livrable SNOP, ça reste le problème éternel du fait dont on doit s'accommoder. Hein. On ne peut pas le changer, qui dit, moi, je dois livrer ma workload, ma headcount début octobre. Je ne peux pas faire ça si j'ai commencé mi-septembre. C'est impossible.
Du coup, on est obligé de commencer avec un jeu d'hypothèses qui, oui, peut-être pourrait bouger. Là où on doit chercher des solutions, c'est comment on peut communiquer, non pas que les hypothèses futur business, de façon éventuellement à pouvoir les moduler a posteriori, mais aussi un certain nombre d'hypothèses PNT, R&D, CAPEX et ainsi de suite. Je suis d'accord avec toi, hein, c'est impossible. Non, mais Mais je critique rien, j'essaie de comprendre oui, d'où vient la source du problème. non, mais le problème, on en a discuté, on en discute depuis des années avec la division, c'est que quand on essaye de faire les deux choses en même temps, ben forcément, tu essaies de faire quelque chose sur une base fixe, quand à côté, tu as une base mouvante. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas assez industriel pour juste appuyer un bouton et paf, ça sort parce qu'on a décidé que ça marche pas comme ça. On a déjà le fait de changer en 2026, d'avoir des cycles SNOP décalés avec les cycles EAC, nous permet au moins d'arrêter cette discussion de faire un EAC et un SNOP en même temps, parce que c'était aussi impossible. Ok. C'est-à-dire on peut quand même enseigner les bases avec tout, et toi, tu peux jouer juste sur des modulations macro. Exact. C'est ça. Il ne faut pas oublier que dans Canopy, en l'occurrence, on a deux sets de data. On a toujours le bottom-up des équipes et on peut avoir, alors on ne l'a pas de façon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à l'avoir. Quand tu me dis Jérôme me donne, oui, mais il me donne, mais souvent, ce n'est pas exploitable. Donc, il y a du travail à faire là-dessus. C'est les cost modèles ou les données de l'EAC. Souvent, les EAC ne sont pas exploitables non plus, hein. Donc, il faut qu'on trouve un bon équilibre dans la granularité de cette data-là pour qu'elle puisse alimenter les équipes. Et on a déjà eu cette conversation. Il y a aussi une notion de degré de précision, le plus loin tu vas. Mais il faut savoir que les équipes, quand on leur demande de faire leur workload, ils vont remplir une workload pour leurs équipes. Donc, il faut qu'on réussisse à les alimenter avec assez d'informations pour que cette workload qu'ils vont mettre soit dans le cadre de l'affordability. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à le faire, ça. Donc, on en était là, hein, on était collection des inputs. Donc, moi, la façon dont je le vois aujourd'hui, je pense que Stéphane s'est joint à nous. Ou pas. C'est que cette partie-là, qui est la collection des inputs, elle se fait un peu in the background. C'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement organisée, elle n'est pas même du tout organisée par moi en tant que responsable SNOP de Space. Elle va être déclenchée parce qu'on va rentrer dans un cycle SNOP et elle fait partie de ce qui va mener à la préparation de la DRM, c'est-à-dire la consolidation de ces inputs, la création de scénarios possibles entre les différents acteurs à l'intérieur d'une même PU. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que, et c'est peut-être ça, Ange, que quand j'étais côté EOS, on n'a peut-être pas fait de façon assez formelle, c'est cette préparation de la DRM par les différents acteurs alors vous le faisiez, je suis sûr que vous le faisiez sans moi, hein, je ne dis pas que ça ne se faisait pas, mais dans le cadre de SNOP, de bien s'assurer que les hypothèses SNOP qui vont être présentées aux fonctions, qui vont être présentées dans une DRM, étaient bien organisées avec tous les collaborateurs, la finance, sales marketing. Historiquement, je recevais simplement quelque chose de la finance. Or, ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est censé se passer. Et c'est peut-être aussi c'est aussi une partie du problème. Hello? 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 Oui, moi je t'entends en tout cas. Oui, on Ah, t'entend. je t'entends On pas. va l'entendre très bien. Mais Je n'avais pas compris qu'il y a une question. Ah ben, la question, c'est plutôt, vous êtes d'accord, pas d'accord je suis à côté de la plaque. C'est-à-dire que pour moi, ce que je ne vois pas, et je ne le voyais pas quand j'étais OS, et je ne l'ai certainement pas vu l'année dernière, vraiment d'organiser concrètement, c'est justement cette interaction pour SNOP entre les programmes, la finance, marketing and sales, les futurs projets et les responsables des fonctions aussi, hein. Alors, on ne le fait pas pour SNOP, on le fait pour l'OP. Pour l'OP, hein. Et oui. Bah oui, mais Il n'y a pas de notion de SNOP à la finance. Il y a des hypothèses d'OP. Et après, nous, on alimente tous les cost modèles, y compris qu'il y a une partie qui est faite à la mano. Mais ce qu'on discute avec la finance et avec Stéphane à un moment, c'est les hypothèses d'OP. Et c'est bien là qu'avant, tout ça a été fait par Frédéric Dorzac, qui regardait à la fois ce que fait Jérôme pour interagir avec toi et l'OP. Et il nous triguait, on avait un timing, et il nous disait, je voudrais une remontée de data qu'on sortait d'Opens pour alimenter le forecast, pour alimenter SNOP. Et c'était cadencé. Aujourd'hui, cette cadence, on l'a perdue. Et on avait dit, non, on ne va pas le faire 15 fois par an, donc on le fait 4 fois par an, et on avait phasé sur un calendrier unique l'alimentation des SNOP et l'alimentation de l'OP par des datas qu'on extrayait. Il y avait toujours un petit décalage, mais au moins on avait des forecasts et des remises à jour de SNOP qui étaient à peu près calés. Et là, c'est désynchronisé aujourd'hui. C'est pour ça que tu ne le vois pas, parce que plus personne ne donne le top. d'accord. Et il faudrait que tu le donnes toi. Mais il faudrait que tu le donnes toi, calé avec ce que demande la finance pour que ce ne soit pas tout le temps asynchrone. Sinon, on est, nous, d'un côté, en train de construire un OP à venir
avec des datas qu'on discute plutôt avec vente et finance, et en même temps, des exercices qui sont toujours désynchronisés de SNOP pour les raisons que tu as expliquées, et qui sont déclenchés différemment, et là, les gens s'y perdent complètement. Oui, mais il faut savoir que le process sales SNOP n'est pas un process finance. Donc, moi, je veux bien que la finance ne le reconnaisse pas, mais quelque part, je ne pense pas tout à fait que ça soit l'état des choses. C'est un process opérationnel et non pas un Non, mais process bien sûr finance. qu'ils le reconnaissent. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils travaillent, quand on fait des mises à jour avec eux, c'est sur une notion d'OP. Tu ne peux pas avoir de workload décorrélé complètement de l'OP. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. À la limite, il faudrait juste que vous nous donniez le top 4 fois par an sur un planning où on connaisse les dates à l'avance en disant voilà, les moments où on va faire des remontées d'OP, d'SNOP ou de forecast, c'est ces dates-là. Mais normalement, elles sont communiquées, Ange. Le problème, c'est peut-être elles ne sont pas communiquées à l'intérieur de OS, mais elles le sont communiquées. Mais je prends le feedback. Hein. Il faut que la moi, je le vois plus. communication. Honnêtement, Ah oui, je n'ai plus du tout de demande à part une fois par an. Ok. Ok. Inma, du côté télécom? Oui, et on ne le faisait pas exactement comme ça, mais c'est le cycle qu'on va continuer à faire. Donc oui, oui. C'est la même situation qu'il y a décrit Ange, en fait. Même un sujet. Par contre, ce que je ne comprends pas encore, ou ce que ce n'est pas clair pour moi, c'est comment on va aligner OP et Sales en OP. Mais je pense que c'est là où, effectivement, le problème, il faut bien le comprendre, c'est que, attendez, hop, il est où mon petit schéma? C'est que le process OP, moi, je vais donner du feedback dans l'autre sens. Moi, les données, quand je reçois de l'exercice finance, elles sont inexploitables pour faire de la workload. Parce que je reçois des hypothèses de la finance qui dit bah, le projet Toto en 2026. Top. Je ne peux rien faire avec ça. Parce que l'OP financier est un OP de order intake et de cash et de revenues sur des années données. Or, l'exercice workload, c'est un exercice, même l'exercice SNOP, c'en est un qui doit être phasé dans le temps à une granularité au moins du trimestre. Du coup, il faut savoir que c'est pas l'OP financier va mettre en chiffres le résultat des hypothèses de SNOP et non pas le contraire. Normalement, les hypothèses qui alimentent SNOP sont celles qui vont aussi alimenter l'OP et non pas l'OP qui alimente SNOP. Je pense que c'est là où l'ordre des choses n'est pas dans le bon sens. Et en plus, je conçois que comme on a un exercice qui peut être un peu lourd, qui prend plusieurs mois, qui engage beaucoup de personnes par rapport à l'OP financier qui engage peut-être un peu moins de monde, et ben, quand l'OP financier avance, le process workload ne peut pas être aussi réactif. Ça, c'est vrai. Mais l'OP financier ne peut pas, par lui-même, alimenter des hypothèses SNOP. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Et c'est pour moi, ça soulève un autre point, qui est celui de la granularité de ces hypothèses. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le schéma des hypothèses, le feedback qu'on reçoit le plus souvent des fonctions, c'est que les hypothèses qu'on leur donne n'ont pas assez de granularité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre au moins les grands points des différents projets pour pouvoir intégrer la workload dans leur planning. Alors, quand ça vient de passer en RMC, c'est moins compliqué parce qu'ils viennent de faire un RMC, donc normalement, ils savent ce qui arrive. Mais le plus on avance dans le temps, le plus loin on est dans le temps, le moins ils sont en mesure de prendre des hypothèses. Donc, si on revient sur notre… Mais je pense que sur ce que tu dis, Ange, on devrait pouvoir régler la préparation de la DRM en peut-être étant beaucoup plus formel sur le kick-off et cet élément de préparation qui, du coup, va mener à ce qu'on appelle la DRM elle-même, qui est donc là, où effectivement la DRM, aujourd'hui, on l'a au niveau de Space Systems, mais en fait, on devrait l'avoir au niveau de la PU. C'est-à-dire que l'échange final et le freeze d'un jeu d'hypothèses pour SNOP se fait à la DRM. Ça devrait être un meeting formel, non pas au niveau Space, mais au niveau de la PU. Et je pense que c'est peut-être aussi là l'erreur à l'intérieur d'une PU, elle est peut-être pas assez claire justement parce qu'on l'a fait pas cette étape-là. Nous, on ne la voit pas du tout. Je n'ai pas de forum où on discute des besoins de workload. C'est un peu ce que disait Inma. On alimente des datas et on ne voit pas trop ressortir la sortie. Et ce que ça donne concrètement, ou les zones de difficulté, les fonctions viennent nous voir après, et souvent avec les mauvaises infos. Donc, je pense pour moi, il y a 2 améliorations importantes. Nous donner un top, mais il suffit de nous donner les 4 dates dans l'année auxquelles on doit déclencher la mise à jour des hypothèses sur la première ligne.
Et puis, effectivement, avoir une réunion peut-être à un niveau plus bas, dans laquelle il y a un dialogue sur les besoins et les priorités. Tu vois, c'est ce qui avait conduit Elodie à déclencher, elle m'avait demandé des hypothèses business, Mmh. je ne sais plus quand, en février, c'était totalement asynchrone, et avec un autre outil, c'était un tableau Excel, totalement asynchrone par rapport à tout le reste. Parce qu'il manquait d'entrée, je ne sais pas s'il manquait d'entrée, mais toujours est-il que si vous nous donniez 4 tops dans l'année, et si on avait une revue dans laquelle il y a dialogue, ça structurerait vraiment l'exercice, et ça permettrait aux gens de voir la boucle se refermer, ce que disait Ingmar au début. Aussi, hein, ces parties-là, c'était la discussion qu'on avait eue avec Bruno Travel, et de là, Opal, on avait sorti aussi la célèbre interdépendance. Oui. Et de dire, il faut structurer, il faut aussi, et c'était notre recommandation qu'on avait expliqué, c'était la première réunion qu'on avait fait au MC pour le module 1, il faut aussi donner un sens de single source of trust, comme dit Ange. S'il y a un fichier qui est le business assumptions, on ne peut pas recevoir un autre fichier 2 mois plus tard, de façon pas dans le boucle, non, pas dans la gouvernance, je peux dire comme ça, qu'il faut revisiter de nouveau, parce que sinon, on n'est pas vraiment, on décrédibilise, on fait l'exercice, on n'est pas vraiment en train de. Donc, il y avait le sujet de dire, OK, c'est qui fait quoi au niveau single source of trust, et, parce qu'il n'y a qu'un fichier, ou qu'un business assumptions, et à partir de là, qu'est-ce que ça donne qu'on puisse recevoir la vision finale et qu'on puisse driver les sales and OP ou l'OP de façon dynamique, parce qu'évidemment, on le voit très rapidement, non, chez nous, on le voit, on peut changer un EDC. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas être dans nos mains. Et ça, c'est très important parce qu'on voudrait aussi simplifier certains sujets côté propal, non? Si on a fait un exercice pour avoir X programme avec une charge qui est déjà définie et garantie par sales and OP, en côté propal, on est en train de fermer la boucle à chaque fois. Donc, en fait, on démarre le même exercice pour un propal quand ça a été déjà fait. Donc, il y aurait des vrais bénéfices pour faire ça, vraiment. OK. Je ne sais pas, Fanny, Stéphane, Jérôme? Ouais, en fait, pardon, Opal, parce qu'on est en closing, mais je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. On assure un peu au niveau de la dispo. Non, côté vente, il y a un vrai effort qui a été mis pour que Salesforce soit et des datas évidemment à jour, etc. Ce qui est le cas. Enfin, honnêtement, de plus en plus en termes de fiabilité, je pense que ça se discute plus trop. Par contre, ce qu'on essaye d'aligner, c'est ce qu'on est en train de faire comme tu as du versionning de Salesforce, c'est qui sont toujours en cours, c'est de vraiment avoir des reportings que tu puisses sortir avec l'identification de ce qui est dans l'OP. Et en théorie, et c'est ce que tu vois, j'étais en train de vérifier, l'idée c'est que ce qui est dans l'OP, tu le retrouves dans ton SNOP. Et qu'on n'ait pas besoin d'avoir cette boucle où tu as Stéphane qui fait un peu le tri des patates. Parce que dans l'OP, on a mis ça pour telle raison, mais en fait, en termes de charge, il vaut mieux mettre plutôt ça. En théorie, il ne devrait pas y avoir d'ajustement. Et c'est ce curseur-là qu'il faut qu'on trouve. Mais c'est là où je ne comprends pas, parce qu'on a parlé d'autres outils, mais le boucle entre Salesforce, Opens et des tableaux que je reçois de la finance. Vous voyez, pour moi, c'est un vrai problème. Hein. Opal, Ouais, Fanny, moi, il y a un sujet, oui, ça c'est le point de vue de sales, mais c'est un peu le point qui est remarqué, il faut qu'on fasse la cohérence. Et après, il y a un sujet que tout n'est pas dans Salesforce, c'est-à-dire, on a l'R&D, l'R&D, il n'est pas dans Salesforce. On a certains early phases qui viennent de l'R&D qui ne sont pas dans Salesforce. Et que si j'ai compris, cette année, c'était un des sujets que l'équipe ingénierie avait sorti au niveau ressources qui n'étaient pas tenus en compte dans Sales and OP. Et dans l'OP. Mais qui génèrent de l'order intake? Tu as cité des sujets qui génèrent de l'order intake? Très peu, mais un peu. Non, parce Salesforce. Non, mais ça génère de la workload. Non, mais c'est vrai. Non, mais on va clarifier de suite. Effectivement, Salesforce ne te couvre que les topics qui vont te générer de l'order intake. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a un sujet de single source of trust. On peut décider que ça soit Salesforce revisité par tous, bon, et que Stéphane, bon, on peut revisiter, mais il n'y a pas que ça. Et cette année, les sujets R&D, les sujets early phases, bon, toutes les activités, je peux dire, en dehors de campagne officielle, je peux dire comme ça, n'étaient pas complètement alignés. Au moins, ça a été un sujet qui est revenu. Donc, c'est un point qu'il faut clarifier. Je ne sais pas si tu vois les mêmes, je ne sais pas ce que tu connais à l'initiative. Tout à fait. Alors,
j'entends hein, ce qu'on dit sur Salesforce, c'est la seule vérité, mais c'est une vérité vue des ventes. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple dans Salesforce, tu vas dire bon bah je vais rentrer au S2 et la probabilité de le gagner, il est à 70% à 1 dans la workload. C'est un programme à 1,7 milliard qui rentre d'un coup. Évidemment, quand on fait l'OP avec la finance, on ne met pas 1,7 milliard dans notre OP financier avec tous les résultats, le cash, etc. Et on ne se commet pas parce qu'on joue à la roulette sur du 1 ou du 0. Et on ne rentre pas 65% dans un OP. Et donc, que ce soit en workload ou en impact financier, c'est tellement considérable qu'on le diminue. Ouais, mais aujourd'hui, c'est ce qui avait été fait sur Adler, par exemple. Voilà. Pourquoi tu dis qu'on n'est pas aligné là-dessus? Non, je dis Justement, on peut j'ai pas juste l'impression. prendre, Fanny, on peut prendre ce qui est la référence d'OP officielle dans Salesforce, si c'est maintenu à jour. Ouais. On peut le prendre en termes de 1 et de 0. Par contre, il y a toujours un travail d'ajustement des hypothèses de la workload. Si on avait dimensionné notre workload brutalement depuis des années sur ce que nous disait Sales, on n'aurait jamais eu les ressources aux bons endroits. On le module en permanence. D'accord. Et c'est ça le travail de dialogue qu'il y a avec Stéphane. Ouais. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que en s'agissant de l'OP, j'ai passé mon été à chercher la référence. Ouais, Il y en a c'est plein. qui est pas, Ouais. c'est ça qui est Et pas bien. tout le monde me dit qu'il a la bonne. Ouais. Ouais. Tout le monde. Je te Plusieurs financiers, jusqu'à la perte de Lisa, Christophe me disait ah non, c'est que dans le lot. Non, mais je te confirme. Je te voilà. confirme qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Enfin, moi, je te dirai jamais le contraire. Ouais, voilà, c'est surtout ça le débat. Et le problème, c'est que chaque fois qu'on se réunit en groupes différents, on aligne autour d'un outil différent des hypothèses. Mais Opal, Et c'est pas un sujet que vous êtes en train de traiter dans les modules DIP. Alors, du point de vue de SNOP, le point est réglé puisque la référence SNOP, elle est unique, elle est configurée avec une référence, elle est disponible et elle est contrôlée uniquement par moi. Du coup, la référence SNOP, donc par exemple, Ange, le travail qu'on a fait cette semaine ou fin de la semaine dernière, c'était cette semaine même, elle va être communiquée par un notice of change au responsable de la MFT. Elle va être travaillée pour voir les impacts puisque c'est des évolutions top-down et elle sera présentée à l'EMC et elle formulera les hypothèses configurées à un instant. S'il y a un autre changement parce qu'il y a un autre notice of change, ok, mais la version officielle actuelle dernière, il n'y en aura qu'une et il est parti. Donc pour SNOP, de ce point de vue-là, on passe dans un mode où on ne discute plus la version des hypothèses qui fait foi à un moment T, puisqu'il n'y en a qu'une, elle est disponible qu'à un endroit et elle est contrôlée que par moi. Donc comme ça, au moins, le débat va être clos sur ce sujet-là. Après, la bataille qu'on a, c'est souvent parce que certains vont dire oui, mais je ne suis pas d'accord. Ben oui, mais d'où l'intérêt pour moi qu'au niveau d'une PU, il faut qu'il y ait un alignement parce qu'on ne peut pas se permettre à se mettre d'accord. Il y a un processus officiel et après, il y en a qui commencent à dire oui, mais ce n'est pas la dernière version, on n'est pas d'accord, ça a changé depuis. Il y a un process pour faire changer. Si ça a changé, pas de problème, mais les changements sont configurés et contrôlés. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas côté OP. Et on a perdu Ange. Oui, je ne suis pas connectée. Ouais. Mais ça ne répond pas nécessairement entièrement à ma question entre Salesforce et autres inputs, à quelle hauteur Salesforce pour quel type d'information Salesforce devient la référence et pour quel élément elle ne l'est pas. Okay. J'arrive pas à… Je vais te montrer. Tu as déjà vu Salesforce ou Oui. pas? Ok, Oui. voilà. Salesforce, tu dois avoir toutes les lignes qui génèrent un order intake et avec une précision à quand le contrat est censé être effectif. Pour que ça rentre chez Finance, notamment, pour les exercices OP et Forecast X. Il n'y a aucun élément de charge. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de charge et effectivement, du coup, les sujets où l'engineering va avoir du boulot, mais R&D ou des activités qui ne génèrent pas d'order intake ne sont pas tracées là-dedans. Ça, c'est sûr. Mais Opal, le problème, j'ai été coupé quand tu parlais. Le problème qu'on a, c'est que toi, tu nous dis évidemment SNOP est la seule référence, mais comme j'en vois d'autres à la finance, chez Anne-Laure pour EOS, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on provoque avec Jérôme? Des réunions de coordination que je trigue pour remettre d'équerre ce que je vois à gauche et ce que je vois à droite avec toi. Et c'est ce qu'il m'appelle l'absence de vérité universelle. Et souvent, les écarts viennent même pas de nous, ils viennent de réunions qui se sont passées au niveau space.
ou au niveau EOS ou dans une autre réunion, et c'est jamais les mêmes acteurs du genre ah ben non mais celui-là on pense finalement qu'il arrivera plutôt en 2027. Je prends l'exemple typiquement de Sentinel-2 qu'on a discuté cette Oui. semaine. Marc m'a rappelé hier soir, mais t'es sûr 2027? J'ai dit bah non, sur le papier c'est 2026, mais sur le coup Stéphane a raison, il y a un risque, et j'ai revérifié avec mon équipe, c'est probablement plutôt mars 2027, même si théoriquement on pourrait y arriver en octobre, en novembre 2026. Ce travail de fine-tuning de ce qu'un vendeur raconte, de ce que l'environnement politique nous fait penser, de ce qu'on observe de manière générale, enfin, qui reste des jobs d'arbitrage du management, qui peut pas être un outil qui te l'alimente en mécanique, sur la base de, évidemment, un vendeur de mon équipe, ils veulent croire que ça va se passer demain. Ce travail de fine-tuning, il est fait à trop d'endroits. Et il est fait sur les fichiers de l'OP de la finance, qui triguent aussi les engagements de cash, les engagements débit, qui ne traitent pas que de l'order intake, mais de l'EBIT, du cash et de tout ce qui va avec. Et puis la même chose de ton côté pour la workload. Et donc nous, on voit cette confluence de fichiers et on déclenche des réunions d'harmonisation. J'en ai déclenché une en juillet et une en septembre, en parlant avec Marc, avec toi et avec la finance. Alors toi, à la fin, tu dis, bah, j'ai le fichier à jour, mais c'est parce qu'on a fait un effort pour réaligner. Et ça, si on pouvait se l'éviter, parce que ça nous prend beaucoup de temps. Hein. Mais on va pas l'éviter, Ange, parce que tu as la question, c'est pour moi, c'est moins comment on évite, mais comment on s'assure que pour chaque cycle qui tourne, parce que le problème, c'est que SNOP, par exemple, ou l'exercice workload, il établit, on est obligé de faire un freeze d'une hypothèse. Effectivement, tu as d'autres choses qui se passent en parallèle, et à un moment, tu dois réaligner. Du côté SNOP, ce que je disais, c'est que de mon point de vue, pour pouvoir changer des hypothèses SNOP, ça doit passer par un processus beaucoup plus formel que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que je suis d'accord, on trigger des meetings et après, je reçois un email qui dit bah, tiens, tu vas déplacer ça de 3 mois. Pour moi, ce n'est pas satisfaisant. D'où le process de change de SNOP qui est maintenant officiel validé par l'EMC, qui veut dire que bah, quand on veut changer les hypothèses SNOP, ça vient par le biais d'une demande qui est où la personne accountable, c'est le head of PU. Donc, effectivement, à l'intérieur de l'APU, s'il y a un alignement ou un problème d'alignement, on peut changer les hypothèses SNOP, mais seulement en effectuant un changement de configuration officiel. Et pas, bah tiens, Opal, on a décidé on a fait un meeting. Alors des fois j'y suis, mais des fois j'y suis pas. Et j'ai pas besoin d'y être puisque je suis pas le SNOP manager le SNOP driver de OS. Hein. Donc j'ai pas à y être. J'aime bien y être parce que j'aime bien travailler avec vous, mais c'est pas mon job. En fait, mon job c'est de recevoir la demande de changement de OS. Mais de toute façon, ça va se faire parce qu'il y a des décisions qui sont prises en dehors de SNOP, à juste titre, mais moi, mes changements, il faut qu'ils soient configurés. Ce que je regrette, c'est du côté de l'OP Finance, c'est pas clair pour moi. C'est-à-dire, comme tu dis… Voilà, donc, en fait, on peut peut-être lancer une action. Je suis étonné qu'aujourd'hui, on n'ait pas la finance avec nous. C'est qu'il faudrait qu'il y ait un seul endroit où l'OP Finance est accessible par tout le monde à tout moment, plutôt qu'un fichier Excel qu'on nous envoie, qui ne contient d'ailleurs jamais l'upside. Je n'arrive pas à avoir un upside officiel de la finance. Oui, c'est vrai que c'est jamais complet, on va dire. C'est jamais complet, c'est des extracts d'une base niveau space, alors qu'il y a quand même dans une business line un périmètre assez facile à détourer. On devrait avoir une base de données dans laquelle on peut à chaque moment récupérer la vérité du moment, même si elle bouge. Et nous, ça nous simplifierait la vie, hein, parce qu'aujourd'hui, on cherche cette info partout. Et ça se fait en réseau. Et honnêtement, moi, ce qui me perturbe aussi, aujourd'hui, là, oui, j'ai capturé ça. On le met. Puis en plus, le meeting est enregistré, donc si on l'a pas tout fait, on prendra les comptes rendus. Mais je pense aussi qu'il y a aussi un problème de granularité, parce que quand ils sont en train de faire l'OP financier, ben, c'est comme Sentinel 3, NG, Topo et Radiomètre. Ben, en fait, côté finance, ils ont disparu tous les deux. Quand en fait, peut-être, il en fallait le SAT qui a été traité séparément que l'instrum. Oui, alors qu'on l'a mis dans une réunion avec Alain Forêt et Renaud Trabel, j'étais là dans cette réunion, mais il y en avait une autre où j'étais pas, donc c'est jamais les mêmes invités. On l'a mis en upside. Donc chez nous, il est encore dans l'upside, dans Opens par exemple, ou dans le PNT. Mais il a disparu complètement des OP qui sont diffusés parce qu'il ne diffuse que l'OP baseline. Et à la limite, c'est pas grave qu'il y ait des erreurs, c'est pas grave qu'ils aient pas séparé par le mauvais numéro le radiomètre qui est un IPT séparé du satellite, mais il faudrait que même si c'est faux, on y accède. En base de données. Après moi j'aurais tendance à dire il faudrait aussi qu'on commence à utiliser des noms communs pour les différentes choses dans les différentes cycles, parce que sinon c'est ingérable. Si on ne sait pas de quoi on parle, on a beau me donner un update de l'OP, si quand je scanne l'OP, le nom a changé, et sans parler de ce qui se passe côté Salesforce, côté Opens, côté SNOP et côté finance, OP financier. Donc on a trois
3 bases, chacun avec sa propre nomenclature et ses propres noms pour les différents programmes ou projets. Je vois qu'il est déjà 10h17. Je pense qu'on a assez couvert les problèmes en amont. Est-ce que vous en voyez d'autres? Je capte bien sûr le fait que le kick-off de ces activités doit être beaucoup plus formel. Le travail au niveau de la programme line doit aussi être plus formel et mieux coordonné avec d'autres cycles. On a parlé de la data, on a parlé de la traduction vers les phases amont et de la communication sur cette charge de travail-là qui vous concerne tout particulièrement, Ange et Inma. Est-ce qu'il y a d'autres points sur cette phase amont exercice workload où les équipes vont travailler? Ouais, moi, j'ai juste une question, Opal. Est-ce que quand tu rentres de la workload, Oui. tu rentres quelque part de la R&D? Non, non, c'est ça qu'on avait, non, Ange? En principe, ça commençait, non? Alors moi, puisque quand on fait la workload, elle est bottom-up. Donc moi, je ne rentre rien. Ce sont les équipes qui rentrent la workload. C'est les team leads, on va dire, qui rentrent la workload pour leurs équipes. Donc, Ouais, d'accord. effectivement, ils vont saisir de la workload pour la R&D, pour le PNT, pour le PIN, pour plein d'autres choses. La question qu'on s'est posée quand on a fait le travail, on a fait ce même genre de meeting avec les responsables de la R&D, c'était de dire, mais comment on fait? Parce que comment on sait si ce qu'ils ont mis chacun dans les équipes, est-ce que c'est la bonne workload ou pas la bonne workload? Sachant que souvent, ils le font en disant, bah, qu'est-ce que j'ai dépensé l'année dernière? Et puis, je te remets à peu près la même chose. C'est souvent comme Donc, ils ça le font. que… Je Oui, oui, ils le confirme font. qu'ils Oui, le oui, bien font. sûr, ils Il y le a une font. vérification macro que quand on extrait toutes les Alors, lignes de R&D, c'est égal au budget de R&D. et ça, c'est le point qu'on ne fait pas suffisamment bien. Ils l'ont fait côté engineering parce qu'ils ont réduit, d'ailleurs, ils ont tasqué un peu les volumes de R&D, mais c'est quelque chose que je ne fais pas au niveau space, qu'on devrait faire. Donc ça, c'est aussi une recommandation qui est de dire, comme on fait la affordability contre les EAC, qu'on fera mieux la affordability contre les cost models, il faut qu'on ait une discussion, une fois que la workload a été collectée, sur la R&D qui en sort et si cette R&D est alignée avec les budgets R&D, les ambitions R&D, Et les pareil pour le priorités. PNT alors. Pareil Pareil pour pour le le PNT. PNT parce que nous, par exemple, on va rentrer notre workload pour faire un appel d'offres, mais on va prendre une ou deux personnes dans la BU. On rentre pas dans Canopy, dans tous les métiers pour aller leur mettre du PNT ou de la réponse à appel d'offres. Et donc, ce qu'on constate par contre, c'est que quand on cherche de la ressource, très concrètement, en Angleterre, on essaye de monter un appel d'offres pour répondre à Envision. On va trouver l'architecte électrique, mais on se rend compte que rien n'avait été prévu en méca, où ils n'ont pas. Et du coup, c'est très inhomogène. Et c'est comme ça dans à peu près tous les pays. Sur l'ISA, on a eu les mêmes problèmes. On avait une partie d'une équipe, dans d'autres métiers, on l'avait pas. Et du coup, on se demande comment les workloads de réponse à appel d'offres sont construites. Et en fait, elles sont… Alors, c'est inhomogène, c'est un mot ça en français? Ouais. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir… Tu en as qui vont… On va créer des références Canopy pour certains appels d'offres. Donc, l'ISA en avait une, les gros projets de façon générale. Et après, tu as la ligne pour une ligne un peu générale de PNT. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les instructions qu'on donne aux team leads sur la façon dont ils vont prévoir cette charge n'est pas claire. Et du coup, il y en a qui le font précisément, il y en a qui le font pas, qui le font de façon plus macroscopique. Donc, il faudrait qu'on se mette d'accord. Donc, on va prendre l'action en avance de phase. Comment on leur demande de construire leur PNT, sachant que pour du PNT dans 2 ans, peut-être on ne va pas nécessairement être précis sur tel projet ou tel autre projet, mais sur le PNT qui arrive l'année prochaine, oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir qu'on module un peu les instructions, mais ce qui est vrai, et c'est là où je te rejoins, aujourd'hui, on n'est pas bon dans cette communication et on est encore moins bon dans l'analyse une fois qu'on a collecté la donnée. Mais est-ce que ça serait peut-être une bonne idée de travailler avec vous au futur projet, de dire, bah, voilà les projets pour Ouais. lesquels, les propals pour lesquels on veut que les équipes identifient ou captent la charge spécifique pour ces gros bids-là, et ce qui vous permet, vous, après, de bien confirmer que ce qui est prévu au niveau d'une équipe, hein, ça va descendre jusqu'au niveau d'une équipe, correspond à vos attentes. Oui, parce qu'il faut traiter un appel d'offres. L'ISA, c'est 6 millions d'euros. Ah oui, Et sur une période très courte. Donc, en termes de charge, c'est pas neutre. ouais, non, non, mais je pense que c'est une bonne idée. Et pareil, hein, on a la WSS, par exemple, qui vont être aussi certains. Bon, je ne veux pas m'aventurer à dire combien, parce qu'on est en train de faire le budget pour les raffiner, mais oui, il va être autour des 3-4 numéros. Donc, à la fin, c'est un peu similaire. Hein. On a une situation un peu qu'il faut tenir en compte maintenant. Mais du coup, ça, c'est pour moi, justement, quand on prépare la DRM, c'est pas juste les hypothèses, c'est aussi toutes les instructions qu'on donne Oui. à la communauté qui dit, pour cet exercice, on s'attend à ce que vous prévoyiez tel ou tel ou tel ITT séparément, ou les grandes phases amont, ou voilà. Ça fait aussi partie, et effectivement, je pense que le PU driver doit passer plus de temps avec les équipes de phase amont
pour se mettre d'accord sur ces instructions-là, pour que vous, après, derrière, vous puissiez confirmer que ce qui est prévu dans la charge correspond à vos attentes en tant que responsable de ces projets-là au niveau pour une pays donnée. Ça vous va, ce genre de recommandation? Très bien. Et oui. Donc, on organise. Alors après, moi, je vais vous donner aussi un feedback qui est revenu des équipes, c'est justement sur la forme des hypothèses qu'on leur donne. Une demande assez unanime chez les fonctions, c'est de dire, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est, on n'a pas besoin de 45 pages je sais, Immaculada, tu m'avais fait un paquet, c'était génial, mais en fait, ce qu'ils nous ont demandé, c'est, on pourrait pas juste avoir juste un type de ID card avec les grandes lignes, les grandes phases du projet, un petit détail sur la construction industrielle, ce genre de... Ce qui m'étonne, honnêtement, c'est qu'ils sont impliqués par exemple, sur les propales que je t'avais envoyés, ils sont impliqués, ils l'ont. Donc, Alors, en fait, c'est Henri qui m'a fait le même commentaire. Si on ne comprend pas, ils l'ont. Et moi, le feedback que je vous donne, c'est que moi, quand ils me disent, ils disent, ouais, mais on n'a pas. Donc, entre nous qui disent qu'ils l'ont et eux qui disent qu'ils l'ont pas, je suis au milieu. Ça dépend à qui tu parles. Exactement, c'est parce que c'est un peu inquiétant qu'ils disent qu'ils l'ont pas, qu'ils disent qu'ils l'ont pas, quand c'est des sujets que quand même on gère avec beaucoup d'attention, si je peux dire comme ça. C'est pour ça que quand tu m'avais dit fais-le ce matin, j'ai dit oui, mais bon, je recopie ce que j'ai déjà envoyé. Donc, c'était pas, tu vois, non, pour nous, c'était bon. C'était plutôt. Mais peut-être, c'est peut-être une question de, quand on parle de heal, effectivement, quand on va parler des stakeholder engineering, est-ce que l'information est diffusée? Parce que vous avez des relations peut-être avec des responsables de département, mais peut-être pas leurs équipes. Moi, je ne sais pas quel niveau de communication ils font à l'intérieur de leurs équipes. Peut-être que c'est la gouvernance qu'il faut mettre entre les head of et leurs équipes. Parce que nous, Tu le dis très bien. C'est parce que souvent on a des questions, on sent que le chef ne sait pas ce qui se passe dans ses équipes, ce qui n'est pas un problème forcément. C'est peut-être que la workload est fait à un certain niveau, là où opérationnellement, on discute sur ton transtat avec un chef de département. Tu vois, quand on fait un kick-off d'appel d'offres, il est possible qu'un responsable de direction, je sais pas, je dis n'importe quoi, mécathermique en France, ne soit pas dedans, il n'ait pas la visibilité. Donc si c'est avec lui que tu parles, il n'y a pas l'info qu'a le chef de département en Allemagne qui a participé au kick-off. Voilà. Et du coup, l'idée qu'on a eue, c'était de, comme je te dis, pour éviter de soumettre, parce que dans la DRM, si tu te souviens, des fois, on avait des packs de présentation sur certains projets qui pouvaient en plus créer des problèmes de confidentialité, surtout que c'était peut-être des choses qui bougeaient dans le temps. C'était de dire, ma solution, c'est de dire, on fait une page, un petit ID card avec en plus les contacts, les responsables du projet, comme ça, on peut diriger les questions vers la bonne personne. On peut avoir un macro schedule, tu sais, des grandes phases, la petite description du truc. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais au moins comme ça, les informations principales sont disponibles par le biais de SNOP et avec la communication vers qui se diriger quand il nous faut une clarification. Parce qu'en plus, ça va faire un genre de frise sur les hypothèses, parce que je sais bien que quand on est en train de construire des propales ou quand on a une RMC qui va commencer dans 6 mois, il y a des choses qui peuvent changer parce qu'il y a des décisions qui sont prises. Mais du point de vue de SNOP, on doit rester sur la base d'une hypothèse un peu figée. Donc il faut qu'on ait cette photo à un instant T de ce jeu d'hypothèses. Et aujourd'hui, le feedback qu'on me donne, c'est le nom du projet et sa date de départ, c'est peut-être un peu léger. Mais là, dès le départ, on a la meilleure date qu'on a à un certain moment. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on pilote. Mais ça ne devrait pas être un super sujet. C'est-à-dire, c'est un super sujet si ça change d'un an. Mais ça ne devrait pas être un super sujet par rapport à ce qu'on fait à niveau globalité. Et c'est pour ça qu'on donne aussi, qu'on fait aussi la décision d'après où on va mettre en fonction des critères. Donc, il ne faut pas non plus. Oui, mais donc, la date de départ, alors, quand on est entre guillemets du risque c'est peut-être un peu moins critique, mais je sais que le feedback que je c'est le projet satellite machin, combien de temps avant la PDR, la CDR, la FAR par exemple, c'est vraiment des grandes lignes pour que tout le monde se case, l'IT, le procurement, ainsi de suite, sur les grandes lignes. Ils doivent certainement être au courant quelque part dans leur organisation, mais il faut savoir que quand on fait SNOP, on parle à toute la population de Space, d'un coup. Silence. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais parce que quelque part, les personnes qui seront en mesure de donner cet input, c'est vos équipes. Donc, oui, mais honnêtement, c'est ça qu'on trouve maintenant au bas de ta discussion, c'est qu'il y a certains niveaux qui n'ont pas. Mais nous, on les donne de façon assez régulière. Et je vais parler tout ça. Moi, je ne les ai pas, par exemple. Donc, moi, quand on me pose des questions, je ne peux pas répondre. Moi, je ne les ai pas. Mais ça, c'est pas forcément un énorme problème, parce qu'il y a tellement d'activités, tu ne peux pas tout savoir. Mais après, pour rebondir, on ne sait plus trop quoi faire pour ça, parce qu'on a mis ces petits people, mais on a aussi, par exemple, en Allemagne, et on le déploie partout, ça, Oli fait un kick-off annuel où on invite le plus de monde possible, surtout nos équipes, et quelques fonctions support. Et puis, tous les mois, il fait un tour de tout ce qui va arriver sur le site vu de l'Allemagne, y compris du transnational. Et j'ai demandé à Dave de faire passer pareil en Angleterre et surtout à
peut-être que ces points focaux ne rediffusent pas l'info qu'ils ont. Ils sont pas demandés, il faut, il faut assurer que si on a des points focaux, eux, ils s'en occupent vraiment de leur mission à l'interne, parce que sinon, on va être sollicité, comme tu m'avais dit, tu m'avais un peu à l'audience, aider, tu peux faire ça pour donc, il faut streamliner un peu plus clairement. Et si on a... Moi, si je vous ai mis le lien avec l'action de fonction, je vous invite à aller voir le nombre de pain points qui sont soulevés par les fonctions, mais aussi par les subsidiaries, donc par les fonctions, qui dit les hypothèses sont pas claires. D'accord, tu as le nom des gens qui ont participé à ça. Pourquoi ça nous illustre un peu Ils ont collecté le feedback à l'intérieur de leur organisation, mais c'est pas une nouvelle. Il y avait la tentative des programmes. Alors, dans le Pain Point Workshop, la session workshop que vous avez fait, la session Pain Point que vous avez fait, il y avait des représentants de programmes. Alors, on a fait un meeting avec des représentants des fonctions et on a fait un autre meeting avec des représentants des programmes. Alors, ils ont été moins productifs sur les post-it, mais on a enregistré le meeting parce qu'ils ont été plus à l'oral que sur des post-it. Je pose la question parce que parfois c'est bien de nous mettre tous ensemble, parce que sinon, je vois pourquoi, mais sinon, je mets un petit souci. Oui, mais peut-être que l'action va être en janvier, il faut qu'on fasse une session de travail ensemble pour résoudre cette question. La raison pour laquelle on a fait les meetings par fonction, c'était justement pour pas qu'on se retrouve dans une situation qui mettait en conflit et vraiment se concentrer sur le feedback de chaque groupe. Moi, je l'entends aussi. C'est un rituel pour moi, c'est juste de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer la com. Oui, mais je ne dis pas que celui-là aurait été rituel, mais comme j'ai déjà fait beaucoup de meetings où on avait tous les contributeurs en même temps pour discuter, CNOP, ça a été moins productif que les meetings qu'on a fait là. Mais sur ce point-là, je pense qu'il y aura quelque chose à faire parce qu'on ne peut pas continuer dans un système où, en fait, il y a un côté qui dit je ne sais pas et l'autre qui dit mais tu devrais savoir. Parce que en gros, c'est ce qui se passe. Ok, mais il ne faut pas, comme dire, c'est pas un conflit, c'est question de comment se comprendre pour y arriver à la façon constructive. Je ne le vois pas non plus comme un conflit, je le vois plutôt comme une simplification de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, à la fin, on doit prouver plein d'informations, mais à la fin, personne n'est content, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est mieux parfois se mettre sur la table et dire bon, comment on va faire, on part sur ça, et c'est tout. Donc, la conclusion, c'est quelque part d'un côté où on a une partie du groupe qui estime pour mieux faire leur travail, il leur faudrait une mise à disposition d'informations auxquelles ils estiment ne pas avoir accès. Et on a de ceux qui normalement devraient être la source de cette information une incompréhension qui dit mais on ne comprend pas puisqu'on a déjà en place A, B, C, D qui fait que normalement vous devriez avoir accès. La question c'est maintenant comment on résout ce problème-là de la façon la plus efficace. Mais j'ai la même feedback par exemple des responsables pour la stratégie industrielle qui me disent mais nous on aimerait bien avoir une vue quand même sur les grandes lignes des projets pour savoir quand on s'attend qu'ils vont passer en AIT, quand on s'attend que ça ne vient pas uniquement des fonctions. Nous, on fait un roulement mensuel avec une personne de l'équipe industrielle qui va remonter cette information à la responsable industrielle et pour lesquels on est déjà dans le master plan dans ce cas de TNS, qui d'ailleurs c'est un des points qu'on a beaucoup travaillé pour assurer la cohérence avec la charge et aussi avec notre pays, et on le fait ça monthly. Donc évidemment, est-ce qu'il s'arrive à eux? Nous, on les donne la photo qu'on a. La photo peut-être c'est la photo pour laquelle on se projette pour qu'on va gagner le contrat. Et évidemment, il peut y avoir un décalage parce que, bon, je ne sais pas si ça arrive à toi aussi, mais je sais bien, on se trouve bien, parfois les clients vont nous dire essaye de dire oui, le contrat est signé en fin d'année. Et on sait bien que ça va tomber plus avant que deux. Donc évidemment, pour toi, on va mettre deux. Par contre, dans la chaque mensuel qu'on a avec eux, ils sont toutes l'information et on les montre les évolutions. Par exemple, parfois, on dit ouais, on vise fin d'année, mais attention, au bout d'un moment, ça va changer à coup d'eux. Parce qu'on ne peut pas piloter un coup d'eux si on n'est pas encore au niveau de la phase de propagande. Mais l'information, ils l'ont quand même. Donc, c'est ça. Le problème, c'est il. C'est le il. Je ne sais pas si c'est. Oui, mais j'aimerais savoir qui était dans ces meetings-là. On le garde. Par exemple, du point de vue de la stratégie industrielle. La stratégie industrielle, je l'ai fait avec la personne qui est dans ces cas, la Michel Chabonnier, oui. Bon, et il y a personne de l'équipe qui le fait avec elle. Et oui, il peut y avoir un décalage parfois entre 3-4 mois, oui. Mais c'est pas. On expliquerait pourquoi. C'est pour ça que peut-être il faut aussi expliquer les stagiaires, si je peux dire comme ça, de cette monde, mais je pense qu'ils sont bien compris ailleurs. Mais peut-être que ça mériterait une explication un peu plus profonde, peut-être. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, le responsable de la stratégie industrielle chez Space, c'est Bruno Sain. Bruno Sain, il n'est pas avec nous. Il fait quoi, c'est le responsable de la stratégie industrielle de Space. Oui, mais opérationnellement, il ne travaille pas avec nous. Il n'a pas de contribution au projet. Donc, en termes de workload, quel est l'intérêt d'aller alimenter? Non, je ne dis pas en termes de workload, parce que la SNOP, c'est pas que pour la workload. La SNOP, normalement, on va alimenter. Tu vois ce que je veux dire? C'est une source pour alimenter un certain nombre de process dans l'entreprise, pas que la workload. Non, j'entends, mais il faut qu'on reste un peu pragmatique. Quand on demande un costing sur une propale ou quand on embarque l'IT, l'IT prône beaucoup sur ses besoins de moyens industriels, va avoir des entités, il fait des noms de CAPEX, on va commencer à alimenter toute la
suis d'accord, elle n'est jamais parfaite et notre propre intérêt, c'est que les gens comprennent bien le besoin pour que les dimensionnements particuliers de ressources soient présents. C'est juste qu'on va être sûr qu'on cible les bonnes personnes, qu'on ne fait pas une autre action. L'ambition. Elle ne répondra jamais aux questions de tout le monde. Moi, j'ai des gens de la sécurité qui viennent me voir. Évidemment, on ne les cible pas très souvent, donc il faut une démarche spécifique. Tu vois, Oui, mais il faut savoir que SNOP, c'est peut-être quelque part, c'est une transition qui est en train de se faire. SNOP n'est pas uniquement pour faire la workload, c'est censé être justement ce point of truth dans l'entreprise, justement pour alimenter ces différents. C'est quelque part, on tente vers là. Donc, le fait de s'assurer qu'on a à l'intérieur de SNOP au moins accès ou au moins à une granularité qui peut alimenter, ça fait partie aujourd'hui de l'ambition pour SNOP. De mon point de vue, mon besoin, c'est déjà d'avoir des ressources et des architectes. Si on arrive à faire beaucoup mieux que ça, c'est bien. Mais j'ai déjà un problème, c'est qu'on ne trouve pas les ressources quand on en a besoin, y compris en programme en exécution. Typiquement, on alimente l'arrivée d'un programme comme Angola, et puis au moment de refaire une offre, on doit arriver via la RMC qui demande la confirmation que les ressources soient là. Une contrainte, c'est de signer Angola avant l'été prochain parce qu'on n'a pas les ressources. Et donc, pour moi, le nœud crucial, il est vraiment de vérifier qu'on passe bien l'info de ressources humaines un peu partout. Et c'est pour ça que si on pouvait préciser qui sont les cibles qu'on n'atteint pas. Par exemple, c'est peut-être des gens qui font la workload, qui ne sont pas les chefs de département avec lesquels on discute, c'est possible. Possible, c'est sûr, puisque la workload se construit bottom-up au niveau de l'équipe team leader. Bah oui, au niveau des team leaders. Donc, si les team leaders n'ont pas été alimentés par des informations priorité, je veux dire, c'est le premier niveau qu'on contacte quand on cherche des ressources pour faire le kick-off. On ne va pas à Philippe Priat, ça commence par se faire en Allemagne avec le responsable du système ou avec le gouvernement. L'autre avoir une position où moi je te dis qu'eux ils me disent qu'ils n'ont pas l'info et toi tu me dis qu'ils l'ont. Donc après, on essaie de préciser sur c'est qui. je ne vais pas faire une liste de toutes les personnes qui m'ont contacté. Faites-moi confiance. Je dis que c'est un feedback assez répandu et cohérent qui revient souvent d'un niveau des team leads dans les fonctions où ils te disent aujourd'hui, quand on nous donne ces listes d'hypothèses, qui viennent de format tableau avec un nom de projet et un date de départ éventuellement, ça les aide pas. C'est pas suffisant. Donc, le problème, c'est que du coup, après, c'est tu peux avoir une incohérence. Et donc, oui, effectivement, on va mieux travailler avec les cost engineers pour pouvoir alimenter avec des cost models. Mais moi, le feedback que je rappelle au cost engineering, c'est qu'ils font des raccourcis dans leur costing. Du coup, la donnée que je récupère, très souvent, elle n'est pas exploitable au niveau de la granularité de la workload. Donc, ça ne renseigne pas mieux les équipes, sachant qu'en plus, ils le font au niveau du cost center, qui est une unité qui est utilisée pour la finance, mais pas qui n'est pas suffisant pour la workload. Donc, on a plein de problèmes qui veut dire qu'on n'arrive pas à fermer la boucle. On est allé overtime, les amis. On a perdu la. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est avec l'équipe de turnaround, on a encore des meetings avec la finance qu'on n'a pas pu faire parce que la fin de l'année, ils n'étaient pas dispo, pour des raisons qui sont peut-être obvious. Donc, ces meetings-là vont certainement se passer la première semaine du mois de janvier. Et après, on va drafter les messages de ces meetings, les recommandations et les next steps. Et donc, forcément, vous ferez partie de cette communication. OK? Ok. Non, merci Je reste un peu sur ma fin, on comprend comment on peut faire mieux, mais on y retravaille la prochaine fois. Oui, mais je pense qu'il va peut-être falloir qu'on intègre, là pour le coup, peut-être, il va falloir qu'on se mette en multifonction parce que on ne va pas le résoudre uniquement de notre côté. Sur ce sujet de l'information, à qui, comment, sous quel format, pour qu'on ne tape pas dans le vide. Et donc, on peut faire un multifunctional team qui va adresser spécifiquement le format ou comment on peut améliorer la communication sur les hypothèses business. Et donc, on vous laissera soit pour participer, soit pour déléguer quelqu'un de vos équipes. Ouais. OK. On peut faire une partie B si vous voulez, parce qu'on n'a pas vu le bas du tableau, mais je pense que pour moi, le bas du tableau, il y a toute la partie workload, création de la workload, et après. Pardon ? Pas de souci. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite de bonnes congés. Moi, je serais intéressé par un sujet à la prochaine séance. Oui. C'est comment refaire de la boucle. Quand on a rentré ça dans la workload et qu'il y a eu des arbitrages, parce qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut partout, c'est quoi les zones de tension prédictibles ou pas, qu'on le sache. Oui, qui se passe dans cette phase balancing qui est là. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui normalement se fait au niveau programmé. Merci. Merci, bonne journée.